Sur les enjeux du traitement thermique du bois que je connais bien, vers un contrôle qualité et un pilotage four, la chimie des biopolymères au service du processus. Comme je souhaite rester assez simple, j'aurais pu appeler cet exposé avec son titre un peu pompeux, le traitement thermique du bois pour les nuls. C'est pas vous les nuls, ça peut être moi, et ça me fait penser qu'il faut que je reste simple tout au long de l'exposé qui se veut ouvert à tous. Alors, je vais essayer comme ça marche pas. Ça marche. Donc la relation entre le traitement thermique est connue depuis la nuit des temps, et la relation entre la chaleur et le bois est bien connue de par nos ancêtres. Les hommes préhistoriques passaient l'extrémité de leur pieu pour la défense à la chaleur, pour le rendre plus dur à l'extrémité, et d'une façon plus récente, vous connaissez très bien la tonnellerie, et les douelles de chêne, au moment de leur cintrage et la fabrication du tonneau, sont passées à la flamme dans un feu étouffé, et ce passage à la chaleur des douelles des barriques va donner de nouvelles propriétés aux matériaux bois, et notamment des propriétés organoleptiques que vous appréciez bien. Alors le bois traité thermiquement, pour ceux qui ne connaissent pas, vous en avez là sous les yeux. C'est un bois qui ressemble à un autre, sauf que à l'origine il était plutôt clair, et il obtient une teinte foncée et donne une apparence de bois exotique. Alors le concept du traitement thermique, il est très simple. Vous prenez une charge de bois et vous l'exposez à de la chaleur. Voilà. Vous l'exposez à la chaleur pendant un certain temps. Et lorsqu'on a dit ça, on a tout dit. Vous allez transformer votre bois et vous allez lui donner une nouvelle propriété. Il y a quand même un élément qu'il va falloir maîtriser, c'est la présence d'oxygène, et cet oxygène doit être limité en quantité pour éviter d'avoir un phénomène de combustion. Donc pour éviter d'avoir de l'oxygène dans les enceintes fours de traitement thermique, vous pouvez substituer à l'échelle de laboratoire par de l'azote, mais à l'échelle industrielle par de la vapeur d'eau, par de la fumée issue du procédé, mais aussi un traitement sous vide peut être fait, ou par immersion dans de l'huile. Alors les appellations que vous allez pouvoir rencontrer au sujet du traitement thermique, on est dans le domaine de la pyrolyse, et comme on est à basse température, on parlera de pyrolyse douce, de pyrolyse ménagée. Le terme de rectification est encore employé, le terme de torréfaction existe encore, et dans les publications on parle plutôt de bois traité thermiquement, de bois modifié thermiquement. Il existe d'autres nombreuses appellations qui font surtout référence à des procédés, à des copyrights industriels. Alors les avantages et les inconvénients du bois traité thermiquement. Les avantages, lorsque vous passez à la chaleur une charge de bois, votre bois obtient une meilleure stabilité dimensionnelle. Alors c'est vrai qu'après traitement thermique, le bois a une humidité à l'équilibre très basse, de l'ordre de 7%, et reprend très peu d'humidité et la relargue aussi de façon très peu. Vous n'aurez plus les phénomènes de gonflement et de retrait que vous avez pour certaines essences de bois. Le deuxième point à retenir, c'est une meilleure résistance aux attaques fongiques. Un champignon qui est très virulent pour une essence de bois particulière peut être complètement inhibé dans sa fonction de dégradation. On peut utiliser donc ce bois en usage extérieur sans avoir recours au traitement par adjonction de produits chimiques. Avec un bémol, on ne peut toujours pas mettre ce bois au contact du sol. Les champignons qui sont présents dans le sol sont beaucoup trop virulents. Alors ce bois a une couleur de bois exotique, et c'est une niche commerciale qui est particulièrement intéressante, et c'est un bois qui donc a une relation un peu conflictuelle avec l'eau, un bois donc qui est hydrophobe et peu hygroscopique. Alors comme il n'y a pas toujours que des avantages, il y a un inconvénient, j'en retiendrai un inconvénient majeur, c'est que ce bois subit un affaiblissement de ses propriétés mécaniques qui limite son utilisation en structure. Alors cet affaiblissement mécanique est dû à la perte de matière durant le traitement thermique et à l'amincissement des parois cellulaires. Alors je vous ai mis là quelques photos de représentation d'applications qui peuvent être retenues. Applications en haut à gauche en usage extérieur, sous forme de bardage, sous forme de terrasse ou sous forme de mobilier. Alors l'image en haut à gauche est un groupe scolaire en région parisienne qui a été rénové récemment par un bardage en épicéa traité thermiquement. En bas à droite, vous avez les usages intérieurs qui peuvent être faits, des cuisines en bois traité thermiquement, des salles de bain,
mais aussi de façon plus particulière. On peut utiliser le bois traité thermiquement sous forme de parement, pour l'utilisation donc sous forme de parquet, et là on ne voit pas très bien sur la figure, mais en fonction de l'intensité du traitement, vous pouvez atteindre des teintes très claires jusqu'à des teintes très foncées, donc c'est la même essence de bois qui a été traitée avec différentes intensités. Et puis on peut trouver sur internet des utilisations beaucoup plus anecdotiques pour par exemple le tournage de bois traité thermiquement pour fabriquer des fûts de stylo, et pour vous faire sourire de façon encore plus anecdotique, ce que j'ai trouvé ce week-end, des brosses en soie naturelle qui sont faites, c'est pas pour rire, en bois traité thermiquement. Alors la cartographie française des sites de production, elle est représentée ici d'après une cartographie de 2012. Alors on ne va pas rentrer dans le détail des sites de production ni de leur nom, mais si je vous avais montré cette cartographie il y a 10 ans ou il y a 20 ans, on aurait retrouvé à peu près le même nombre de pastilles réparties en France, mais le nom des sociétés aurait énormément changé entre il y a 20 ans et il y a 10 ans. Donc cette instabilité des groupes de production, des sites de production, est très probablement due à une difficulté de gestion du site, à une difficulté purement économique, ou aussi des fois des difficultés sécuritaires, des incendies qui peuvent avoir lieu sur ces sites de production, qui font que dans le temps, ces sites ne sont pas pérennes, et on verra pourquoi par la suite. À l'échelle européenne, la cartographie 2012, elle est présentée ici, et on voit que donc, le bois traité thermiquement a très largement diffusé en Europe, en site de production, en quantité de production. Si je vous avais présenté cette carte il y a 10 ou 20 ans, on aurait très probablement retenu que 2 ou 3 pays il y a 20 ans, la France, l'Allemagne et la Finlande. Aujourd'hui, la Finlande est le premier pays producteur, exportateur de bois traité thermiquement, mais surtout, ce qu'il faudra retenir, c'est que c'est le premier pays qui vend des fours à l'international. Je dirais que plus de 9 fours sur 10 qui sont installés aujourd'hui en Europe ou à l'international sont d'origine finlandaise. Alors si on fait le tour de toutes les technologies qui existent dans les différents pays européens, on va tomber sur différents labels, sur différents copyrights, l'usage de différents médias, mais j'ai choisi volontairement de répartir l'ensemble des technologies dans 2 grandes catégories. Alors la première catégorie, c'est la technologie convective, où vous allez projeter sur la pile du bois un gaz chauffé. Alors vous avez ici la représentation d'un four de traitement thermique. On reconnaît très bien en partie extérieure devant la camionnette les ventilateurs de brassage, et en partie supérieure, on le voit un peu moins bien, les arrivées de gaz chaud. Dans le principe de fonctionnement, c'est assez simple. Le ventilateur orange va brasser le gaz chaud qui est contenu dans l'enceinte fermée et projeter le gaz chaud sur la pile du bois. L'inconvénient, c'est qu'un gaz peut facilement se réchauffer, mais il peut aussi se refroidir facilement. On arrive ainsi dans les fours de traitement thermique de type convectif, alors en présence de vapeur d'eau, de fumée, à une répartition spatiale thermique qui pourra nous poser quelques problèmes par la suite. Près de la source chaude, on aura des gaz chauds, et un peu plus loin des gaz froids. Donc une pile de bois exposée à une enceinte fermée en convection forcée, la planche de bois dans la pile risque de ne pas avoir le même niveau de température que ses voisines, et ça pourra poser des problèmes par la suite. Ce que je dirais pour terminer sur cette diapositive, c'est que c'est un procédé qui est extrêmement robuste, c'est un procédé qui a fait ses preuves, et c'est un procédé qui nécessite un relatif investissement, pas une trop de lourdeur en termes d'investissement. Alors la deuxième technologie qui peut en regrouper plusieurs est une technologie de type conductive. Là vous le voyez sur le schéma de droite, la planche de bois sur toute sa longueur va être mise en contact intime avec 2 plaques métalliques qui sont maintenues à la température désirée, ici marquée de 120 degrés. L'ensemble est placé dans une enceinte placée sous vide. Le sous vide est intéressant puisque c'est un très bon isolant thermique, mais aussi en générant votre vide dans l'enceinte, vous allez pouvoir extraire les fumées au fur et à mesure qu'elles sont formées. Alors, attends, Joseph, je n'ai pas terminé. On voit sur la photo de gauche les plaques métalliques qui sont empilées dans la pile de bois en alternant bois et métal, et ces plaques métalliques qui sont représentées à gauche peuvent être chauffées par de l'huile chaude ou de façon électrique. Alors c'est une technologie qui fonctionne bien, il doit y avoir 4 ou 5 sites de production en Europe qui marchent là-dessus, mais c'est une technologie qui nécessite un peu plus d'investissement, mais qui a le gros avantage de garantir une répartition thermique homogène tout au long de la planche et même tout au long de la pile. Alors,
cette technologie-là, si elle se développe pas, à mon avis, à mon sens, de façon optimale aujourd'hui, c'est que certains défauts persistent. Alors les défauts, ils peuvent être de deux natures. À la sortie du four, l'image du haut, alors je suis désolé, c'est pas l'image idéale que j'aurais aimé représenter, mais quand vous cherchez les défauts d'une filière économique sur Internet, vous trouvez pas beaucoup de photos. C'est assez difficile. Donc en haut, on a du bois qui est fissuré, on a du bois qui a été fortement dégradé pendant le traitement thermique. Si vous cuisez trop vite, trop longtemps, ou si vous cuisez trop votre bois, vous pouvez complètement l'abîmer et faire en sorte que le bois n'est plus du tout commercialisable. Des charges entières de bois, des mètres cubes de bois peuvent être ainsi mises au rebut. Là, on se situe à l'échelle industrielle. Les deux images du bas, ce sont des images chez le client. C'est beaucoup plus préjudiciable. Ça va générer un gros déficit en termes de notoriété pour le traitement thermique. Une année, 2 années, 3 années, plusieurs années après, le problème que vous pouvez avoir, c'est un problème au niveau de la terrasse en bas à gauche, un problème de stabilité dimensionnelle. Le bois bouge et arrache ses ancrages. C'est très embêtant et pour le client. Et sur l'image de droite, vous avez le bois qui est placé en usage extérieur et qui commence à pourrir alors qu'il avait été garanti résistant aux attaques fongiques. Donc tout ça porte un préjudice. Alors si on regarde les défauts et les origines possibles de ces défauts, alors, la première origine qui correspond à la thermosensibilité de certains bois. Il est de notoriété publique que des bois comme le chêne ou le châtaignier, qui sont riches en extractibles, supportent très mal les traitements thermiques. Il faut des montées en température très lentes, et même si vous respectez ces conditions-là, le danger de fissuration est très très grand. Ce n'est pas des bois qui sont faciles. Mais ce problème-là, vous pouvez le régler en sélectionnant les essences de bois, en allant vers des essences un peu moins valorisées ou valorisables. La deuxième origine peut être la répartition de la chaleur dans le four, mais c'est un phénomène qui est lié à la convection thermique et qui est inhérent à la technologie. Donc dans les fours de type convectif, qui représentent le gros du bataillon des fours aujourd'hui, vous avez une répartition spatiale thermique qui fait que la charge ne sera pas exactement cuite dans les mêmes conditions. Le troisième item, c'est la mauvaise maîtrise du temps de traitement. Alors ça peut paraître très surprenant, mais aujourd'hui, les industriels sur site n'ont pas d'outils de détermination ou de calcul du temps de traitement, et ils font suivant leur propre expérience. Mais les charges de bois étant pas constantes, des fois on peut se retrouver face à certains problèmes. Un quatrième point, c'est l'absence de maîtrise de la qualité du produit. Alors c'est un doux euphémisme puisqu'il n'y a pas de contrôle qualité sur les sites de production. On ne contrôle pas la qualité du bois, on ne sait pas la contrôler encore aujourd'hui avant d'envoyer le bois chez le client. Et enfin, un problème qui est inhérent à tout type de filière forêt-bois, c'est le problème de l'homogénéité de la charge entrante. Alors vous pouvez avoir un œil particulier, vous pouvez vous appliquer à avoir une qualité du bois par rapport à la présence des nœuds ou des défauts, ça vous pouvez facilement le travailler, mais il vous sera très difficile dans une charge entrante de bois, d'une essence que vous connaissez, de maîtriser la variation en termes de densité et aussi la variation en termes d'humidité. Ce sont deux paramètres qui, au moment du transfert de chaleur et au moment de la thermodégradation du bois, vont jouer des paramètres très importants. Alors les enjeux en 2014 du bois traité thermiquement, c'est mon avis. Pour produire un bois de qualité, il faut que toutes ces usines en Europe aient une bonne maîtrise de la technologie, ça c'est le premier point, une bonne prédiction du temps de traitement, deuxième point, un contrôle qualité performant à la sortie du four, et tout ça doit être fait sous contrainte d'une charge entrante non homogène. Ça c'est un paramètre que j'ai mis un peu plus bas parce qu'on ne pourra jamais le maîtriser, vraiment. Alors les risques de la filière traitement thermique en Europe et dans le monde, concernant la maîtrise technologique, à ce jour, on peut dire que la conception a atteint un degré de maturité suffisant. Donc les deux technologies que je vous ai présentées, plus toutes les sous-familles qui sont présentées, qui sont commercialisées, ont atteint un très bon degré de maturité. Et si on se sert bien du four, on peut faire un bois de très bonne qualité et le commercialiser sans souci. Donc ce premier item, c'est un risque zéro. Concernant les pilotages des fours, ce pilotage il est quasiment inexistant. Le bois est traité un certain temps, et si vous avez un problème avec votre fournisseur de four, il vous répondra que votre problème en local est dû juste à un défaut d'adaptation à une essence locale, 3 petits points. Donc il n'y a pas de dialogue entre fournisseurs de four et producteurs locaux.
Concernant le contrôle qualité, je vous l'ai déjà dit, il est inexistant, et là il y a un gros travail à faire, et dans la deuxième partie de mon exposé, je vous montrerai un peu les pistes qu'on peut avoir là-dessus. Et concernant l'augmentation de part de marché, cette augmentation elle est beaucoup trop faible. Alors par rapport au concurrent, le concurrent c'est le bois imprégné de produits chimiques. Le bois traité thermiquement a pour vocation de se substituer à ce type de technologie chimique et un peu moins éco-compatible. Mais cette marge de progression est aujourd'hui très très faible. Alors, comme il y a des risques, il y a aussi des opportunités. En 2014, les opportunités pour cette filière, c'est de maîtriser le temps de traitement pour atteindre les qualités requises. Et maîtriser ce temps permet de limiter les rebuts. Dans cette filière-là, vous pouvez avoir 30, 40, 50% de taux de rebut, ce qui est énorme. De limiter les retours clients. Si vous avez bien maîtrisé votre temps, vous n'aurez plus aucun retour client. D'évaluer le coût du traitement pour une meilleure facturation, pour un meilleur amortissement du four, ce qui aujourd'hui n'est pas existant sur les sites. Maîtriser le contrôle qualité permettra de limiter les retours clients, encore une fois, de garantir une utilisation dans le temps, d'intégrer des garanties décennales, mais aussi d'obtenir une certification nationale ou internationale qui n'existe pas aujourd'hui et qui est bien nécessaire pour aller gagner des parts de marché. Enfin, toujours au sujet de l'augmentation de parts de marché, en limitant les coûts de production, en mettant sur le marché un produit certifié de qualité homogène, on pourra enfin déclencher cette augmentation de parts de marché. Voilà, donc j'en ai terminé là pour la première partie de cet exposé qui faisait un peu un état des lieux de la filière bois traité thermiquement, et maintenant j'aimerais qu'on aille un peu plus faire un focus sur la relation entre les biopolymères et les propriétés qui sont conférées aux matériaux bois. La première question que je vais vous poser, c'est pourquoi, vous donnez la réponse, pourquoi le bois traité thermiquement devient-il résistant aux attaques fongiques? Alors à ce jour, on a 4 hypothèses. La première, c'est la génération pendant le traitement thermique d'une molécule toxique par rapport aux champignons. Deuxième hypothèse, le bois devient hydrophobe et le champignon a besoin d'eau pour se développer. Troisième hypothèse, on a une disparition des nutriments, le champignon ne peut pas se nourrir, donc ce ne se développe pas. Et enfin, quatrième et dernière hypothèse, modification chimique des biopolymères. Les réseaux polymériques des biopolymères sont modifiés, le champignon ne reconnaît pas le nutriment et n'enclenche pas son processus de dégradation. Alors la première hypothèse, on a fait des expériences dessus, on ne la retient pas. On a fait des expériences avec du bois traité thermiquement, avec extrait ou sans extrait. La théorie de la molécule toxique ne tient pas. La deuxième hypothèse aussi, Joseph, ne tient pas parce qu'on sait que la modification de l'hydrophobie du bois se fait à des températures très inférieures à celles de la température requise pour le traitement thermique. La troisième hypothèse aussi ne tient pas, puisque la disparition des hémicelluloses, qui est un des principaux nutriments des champignons, pourrait justifier cette hypothèse, mais le fait qu'une très grande partie de lignine qui reste présente dans le bois, et qui est un nutriment aussi du champignon, prend à défaut cette hypothèse. On retiendra donc la dernière, non. Je vais aller trop vite sinon. J'ai plus de salive. Alors, on retiendra la dernière hypothèse, qui est donc la modification chimique des biopolymères. Et on peut donc expliquer cette différence de comportement par rapport aux attaques des champignons par la chimie des biopolymères et la modification de la chimie des biopolymères. Une deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le bois traité thermiquement devient-il stable dimensionnellement? Alors là, on a 3 hypothèses qui sont existantes aujourd'hui, qui sont toutes les 3 justifiées par la chimie du bois et justifiées par la chimie des biopolymères. La première hypothèse, c'est la perte des radicaux méthyl de la lignine qui conduisent à une grande réactivité de la lignine et qui génère une formation de liaison de réticulation responsable de la stabilité dimensionnelle. La deuxième hypothèse, c'est une perte de plusieurs groupes hydroxyles et par conséquent la diminution d'affinité du bois vis-à-vis de l'eau, on l'a déjà vu précédemment, et enfin la réticulation de la lignine et la réorganisation des composants lignocellulosiques. Donc pour cette deuxième qualité du bois traité thermiquement qui est la stabilité dimensionnelle, on peut encore l'expliquer à partir de la chimie des biopolymères et la modification des biopolymères pendant le traitement thermique.
Alors je vous mets ici pour mémoire très rapidement et de façon pas très détaillée les modifications chimiques qui ont lieu dans le bois pendant le traitement thermique. Les hémicelluloses, on sait qu'elles sont très fortement dégradées, elles disparaissent en présentiel du bois, et ce qui va générer une perte de masse, une diminution de masse, une disparition de la matière. Le deuxième biopolymère, qui est la cellulose, est un biopolymère thermiquement très stable. Il ne subit que de façon anecdotique un changement de taux de cristallinité. La lignine est légèrement altérée dans son réseau polymérique, et surtout on observe des phénomènes de recondensation de produits de dégradation qui peuvent venir des hémicelluloses, et on comprend mieux comment le réseau polymérique de la ligne est tellement modifié que le champignon n'arrive pas à le reconnaître. Et enfin, j'ai mis complètement à droite les extractifs qui ne sont pas des biopolymères et qui sont présents plus ou moins dans le bois. Alors ces extractifs, eux, sont dégradés thermiquement, peuvent générer des COV, peuvent générer des goudrons. Au total, la chimie des biopolymères pour la partie hémicellulose et lignine peut expliquer aujourd'hui l'amélioration de la durabilité, la stabilité dimensionnelle, le changement de couleur et l'affaiblissement des propriétés mécaniques. Alors maintenant qu'on a vu que les biopolymères, leur modification pouvait être à l'origine de nouvelles propriétés conférées, on peut se poser la question, si on veut basculer vers le procédé, quelle est l'influence du procédé, notamment dans son intensité, par rapport à l'existence même ou la modification de ces biopolymères. Alors, je vous ai représenté sur cette courbe-là une évolution en masse, elle est représentée à droite, notée ML. Donc cette évolution en masse, elle correspond à la dégradation, par exemple, des hémicelluloses. Elle varie, dans notre cas, entre 0 et 20%. Donc on peut perdre jusqu'à 20% en matière en traitant du bois thermiquement. Vous avez à gauche représenté la température, qui est un des paramètres principaux du traitement, et en bas, le temps. Et le couplage de la température et du temps, c'est ce que je vais appeler l'intensité. Plus vous êtes à haute température, plus vous traitez fort, et plus vous traitez longtemps, et plus vous traitez fort. Et on voit que sur cette expérimentation qui est faite sur un bois de peuplier, on voit que plus on augmente la température, plus on obtient des pertes de masse importantes, et plus on avance dans le temps, et plus aussi on obtient des pertes de masse importantes. Donc l'intensité de traitement est bien liée à la chimie des biopolymères, à leur dégradation. Sur cette courbe-là, on va faire la relation maintenant entre une des propriétés conférées qui nous intéresse, qui est la durabilité contre les attaques fongiques. Donc vous avez les pertes de masse que je viens de vous présenter en bas, ML, qui correspondent donc à l'intensité de traitement thermique, une variation entre 0 et 16%. Pour 5 essences, le peuplier, le hêtre, le frêne, le pin. Et en ordonnée, vous avez WL, qui est une autre perte de masse, qui est la perte de masse qui va être générée par l'attaque des champignons. Alors au point 0, vous avez du bois qui n'est pas traité thermiquement, et ce bois qui n'est pas traité thermiquement est confronté à des essences, à des souches virulentes de champignons, et on voit qu'au bout de 16 semaines, ce bois peut perdre 25 à 30% de sa matière par l'attaque des champignons. Et au fur et à mesure que vous allez augmenter l'intensité de traitement et générer des pertes de masse importantes dans le four, 2%, 4%, 10, 14%, vous voyez que ces attaques fongiques diminuent, crescendo, et vont même presque jusqu'à une inhibition totale de l'attaque fongique. Donc un bois traité thermiquement de façon un peu sévère, 12, 14, 16%, on n'a quasiment plus d'attaque des champignons virulents pour les différentes essences. Donc on peut raisonnablement arriver au constat que la chimie des biopolymères peut être mise au service du procédé. L'intensité de traitement génère des pertes de masse différentes dues à la dégradation des hémicelluloses, et ça, la perte de masse, on peut l'enregistrer, on peut la suivre, on peut la piloter, et l'intensité de traitement influe aussi sur la durabilité conférée. Donc en conclusion, si vous prenez le temps et la température qui vont être caractéristiques de l'intensité de traitement, vous allez générer des pertes de masse qui sont des pertes de masse des biopolymères, et vous allez conférer de nouvelles propriétés. Une première proposition qui peut être faite au secteur industriel concerné est une approche de pilotage des fours ou d'un contrôle qualité par suivi de la perte de masse des biopolymères. C'est relativement simple, mais c'est une première approche, une première proposition. Alors concernant le pilotage de four,
La première approche, c'est une méthode directe. Vous avez un suivi en direct de l'évolution de la masse de la charge de bois dans le four. C'est une technologie à l'échelle industrielle, plusieurs mètres cubes, plusieurs tonnes, qui est très compliquée, mais c'est une méthode qui est possible, qui a déjà été réalisée pour la technologie sous vide. Donc vous avez sur la courbe de gauche l'évolution de la masse en fonction du temps, de votre charge, de votre four. Vous mettez le four sur peson, et en fonction de la perte de masse cible que vous voulez atteindre, par exemple 12% qui va vous générer les bonnes propriétés conférées, vous arrêtez après 600 minutes votre traitement thermique, et enfin vous avez une idée du temps nécessaire avant le refroidissement de votre four. Une deuxième approche qui peut être faite, c'est l'approche de modélisation de la perte de masse. Donc vous n'enregistrez pas cette perte de masse parce que c'est trop compliqué pour votre dispositif expérimental, industriel. La modélisation de la perte de masse à l'aide des schémas réactionnels de dégradation des biopolymères qui sont représentés en bas à gauche, qui évoluent, qui sont en train de se construire et qui ont atteint aussi une définition, une précision assez bonne aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ou 10 ans. Donc si vous associez ces schémas de dégradation, vous pouvez, la courbe jaune-verte, vous pouvez arriver à modéliser la perte de masse en fonction du temps, en fonction du mode de transfert thermique, et comme dans le graphe précédent, vous pouvez, en fonction d'une perte de masse cible, par exemple de 12%, calculer a priori le temps de traitement bien avant d'enfourner votre bois dans le four. Alors en ce qui concerne le contrôle de la qualité, dans la courbe qui est en bas à droite, c'est celle que je vous ai déjà présentée, qui relie la perte de masse générée par le traitement thermique à la perte de masse qui est générée par l'attaque des champignons. Mais dans la courbe du haut, je vous ai présenté une autre approche basée sur l'analyse élémentaire du bois. Par l'analyse élémentaire, vous déterminez le ratio oxygène-carbone-hydrogène de votre bois, et on voit que ce ratio oxygène sur carbone évolue en fonction de l'intensité de traitement dans votre four, en fonction de la perte de masse. Et là, on voit très facilement, on voit très bien que vous allez pouvoir relier la perte de masse due à la dégradation des hémicelluloses, à l'attaque fongique, mais aussi au rapport oxygène sur carbone. Et là, on a à nouveau une piste de contrôle qualité avant de livrer chez le client. Donc en ce qui concerne le contrôle qualité, deux approches aujourd'hui sont possibles. Pour développer un contrôle qualité sur site, industriel, vous avez la variation de masse avant et après le traitement thermique. Pour un traitement sous azote, on sait aujourd'hui, avec 10-15 ans de recul, qu'une perte cible, si vous traitez sous azote, donne de très bons résultats pour la durabilité. Pour un traitement sous vapeur d'eau, qui est le procédé le plus communément utilisé, une perte cible 8% donne de très bons résultats. Ce sont encore des résultats qui restent à consolider. Alors cette méthode de l'échantillonnage en masse avant et après ou durant le traitement thermique, c'est une méthode qui n'est pas applicable industriellement pour le traitement sous vapeur d'eau. Le traitement sous vapeur d'eau a cette particularité au moment de la phase de refroidissement, quand vous avez fini votre traitement thermique, de refroidir en injectant de la vapeur lourde de l'eau liquide, ce qui va générer une augmentation forte en masse de la planche. Par contre, la méthode est tout à fait applicable pour le traitement sous vide. Et enfin, la deuxième approche, c'est l'évolution du ratio oxygène sur carbone, qui est tout à fait transposable à l'échelle industrielle, et juste une nécessité d'investissement léger. Voilà, en conclusion, pour finir cette présentation, je reprends les nécessités d'une bonne production de traitement thermique. En ce qui concerne la bonne maîtrise de la technologie, il existe deux types de technologies avec toutes les sous-catégories qui sont commercialisées au choix et qui sont extrêmement performantes. Il existe aujourd'hui la possibilité d'une prédiction du temps de traitement par suivi direct de la masse, mais aussi la meilleure connaissance des schémas réactionnels permet aujourd'hui d'envisager la modélisation de la thermodégradation. Et enfin, pour en terminer, un contrôle qualité performant à la sortie du four, l'utilisation de la variation de masse ou du ratio oxygène sur carbone sur site industriel permet de développer ce contrôle qualité. Donc, en conclusion à ce jour, le bois traité thermiquement qui a des hauts et qui a des bas, plus hauts que de bas, qui souffre des fois d'un déficit de notoriété, et sur le bon chemin pour pouvoir se développer et gagner des parts de marché. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci.
Merci Mathieu pour cette présentation claire et didactique. On se sent tout de suite le point nul sur le traitement thermique. Donc je vais laisser la parole à Hassan pour deux questions. Nous sommes assez en retard par rapport à notre début du déjeuner. Oui. Frédéric. Sur la question de faire de masque par rapport au traitement, comment vous pouvez anticiper le fait que vous avez tous les mêmes dimensions? Donc j'imagine que vous mesurez une perte de masse moyenne. Cette perte de masse, j'imagine, elle est plus importante en périphérie et plus on va à peu, moins le traitement est efficient. Donc, la perte de masse, elle est répartie spatialement de façon très homogène dans la planche. On n'arrive pas à voir un cœur de planche un peu moins cuit, une périphérie un peu plus cuite. Donc sur une planche, c'est extrêmement homogène. Alors, des études actuellement sont menées sur la relation densité-perte de masse. Il y a des variations, mais ce sont des micro-variations. Alors tout ce que je disais sur l'évolution de la perte de masse à l'échelle industrielle, c'est pour une charge d'une même essence dans des dimensions à peu près constantes. Voilà. Pour que le rapport géométrique, pour que l'apport de chaleur soit un peu le même dans toutes les conditions. On ne va pas faire des rondins, des planches, on va éviter ce type d'approche. Très bien. Bien. Oui, une question. Dernière question. J'aimerais vous demander, parce que je suis intéressée sur la réactivité de surface en relation avec l'application finition, et vous avez parlé de modification des biopolymères suite au traitement thermique. Et est-ce que vous avez étudié sur l'impact de cette modification sur l'application finition du bois, modification des biopolymères? Alors, moi, personnellement, c'est pas une étude que j'ai faite, et j'ai souvenir de travaux qui ont été faits récemment et de façon un peu plus lointaine. Le fait que le bois devienne plus hydrophobe, et qu'il y a une relation particulière avec l'eau, fait que j'ai souvenir d'une nécessité de développement, peut-être pas trop sur les finitions, mais surtout pour les collages, une nécessité de développement de colle spéciale. Et j'en étais resté là, et j'en entends pas trop parler aujourd'hui, même si on fait du mobilier. Le mobilier, il peut être peint, éventuellement, c'est pas vu. Il n'y a pas besoin de ça. Mais j'en entends pas de problème particulier de se boiter thermiquement par rapport aux finitions au collage aujourd'hui. Alors qu'il y a 10 ans, on en parlait pas mal. Excusez-moi, je n'ai pas tout compris. Je m'intéresse à la performance, de comparer la performance entre le bois traité thermiquement et le bois non traité, et si le bois non traité thermiquement a une performance à la finition suite aux modifications des biopolymères que vous avez parlé tout à l'heure. Si vous voulez, on pourra en discuter, parce que je me pose la question de la nécessité de mettre une finition sur un bois qui n'en aurait pas besoin. On ne va pas le peindre, on ne va pas le lazurer, on ne va pas lui mettre de vernis dessus, voilà. Sauf en intérieur. C'est pour ça que je suis prêt à la discussion, et je sais qu'il y a des travaux qui ont été faits. Il faut que ça me revienne un petit peu à l'esprit, voilà. Merci Mathieu. Donc nous allons terminer avec cette dernière question. Juste un petit commentaire sur le bois traité thermiquement. On a fait également des tests par rapport à la résistance aux termites ou aux insectes, mais c'est vrai qu'il n'y a par contre pas de résistance aux insectes, et notamment vis-à-vis des termites. Après, effectivement, pour l'aspect finition, c'est un bois qui est non traité par un vernis, tient très bien au niveau de sa couleur et de son aspect de surface en intérieur. En extérieur, il y a le problème du grisaillement. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation.